Donc, comme c'est dit ici, ce sont des observations LIDAR en météorologie, qualité de l'air et climat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même parler de la méthodologie et des applications. Et je vais surtout garder comme ligne de conduite les nuages et les aérosols, puisque c'est ce qu'on fait pratiquement depuis la nuit des temps, en ayant les mesures qui sont faites par rapport sur les concentrations et sur le vent, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, je finirai par un tableau rapide des applications spatiales qui ont été mentionnées et pour lesquelles j'ai été très largement impliqué. Alors, le panorama, c'est de dire que c'est une méthode optique à distance par laser. Donc, il y a un laser qui tire dans l'atmosphère, qui rencontre des molécules, des particules, ou bien une surface dure, une surface solide, que ce soit des bâtiments ou de la canopée. Je ne parlerai absolument pas dans cette présentation des applications aux surfaces. Ça sera ce soir où je parlerai des applications géologiques et sur la canopée, etc. Là, je reste concentré sur l'atmosphère. J'ai déjà eu du mal à boucler en une soixantaine de transparents. Donc, les émissions laser sont comprises de 0,3 à 12 microns, c'est-à-dire de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge dithermique. En fait, il faut être clair, c'est que quand on veut avoir des profils de concentration, quelle que soit la variable à laquelle on s'intéresse, il faut des lasers pulsés. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'un laser pulsé, quand il se propage dans l'atmosphère, qui est un milieu dilué, eh bien, on a des mesures en continu, on a des signaux continus. Une impulsion se propage et on a un signal continu, en fait. Je dis rapidement qu'il faut un télescope pour ramasser la lumière, un détecteur pour faire la conversion optique électrique, puis une conversion analogique numérique. En fait, tous les calculs, ce qui n'était pas vrai dans la nuit des temps, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que tout est fait en signaux numériques, bien sûr. C'est une évidence, mais ça ne l'était pas. Alors, le mot LIDAR, c'est une vieille histoire. C'était proposé bien avant le laser, dans les années 50, parce qu'ils utilisaient des gros projecteurs, en fait, utilisés comme pour la DCA. Et en mettant un gros projecteur et un système de collection des photons, ils étaient capables, comme ça, de faire des mesures sur l'atmosphère jusqu'à une trentaine de kilomètres. Ils faisaient ça la nuit pour des questions de rapport signal-bruit, mais c'était bien démarré bien avant. Et alors, les premiers travaux vraiment LIDAR au sens LIDAR laser, ça commence tout de suite après le développement, la découverte et le développement des lasers à rubis. Le plus mauvais laser qui soit, mais c'est celui qui a été découvert le premier, c'est celui qui a été utilisé en premier. Et donc après, ça a été quasiment exponentiel. Sachant quand même que le grand blocage, en fait, ça a été tout le temps un blocage technique, en fait, sur les composantes qui sont les détecteurs, les analyseurs de signaux, les calculateurs, etc. C'était vraiment technique. Alors, on l'utilise, en fait, il fait ce qu'il veut, lui, d'accord, pour l'atmosphère, les surfaces, en observation de la Terre. Ça, c'est depuis le milieu des années 90 avec la mission de démonstration LIGHT, et après avec le lancement de Calypso en 2006. Calypso qui est toujours en l'air, c'est-à-dire que vous avez une mission qui est partie avec 2 lasers. L'idée, c'était de se dire, mais si les lasers ne tiennent pas le coup, on ne peut pas faire de mission LIDAR dans l'espace. Eh bien, Calypso a emporté 2 lasers. Le premier laser a tenu les 3 ans fatidiques pour la durée d'une mission, et le second laser fonctionne depuis mars 2009 et est encore aujourd'hui en usage, en fait, et fonctionne toujours après 4 ans et demi. C'est-à-dire que la mission qui était prévue pour 3 ans, aujourd'hui, est à pratiquement 7 ans et demi, et continue encore. Et alors, ce que je dis en bas, c'est très important sur la séparation pas de l'Église et de l'État, mais des 2 communautés. Il y a 2 communautés. Il y a une communauté atmosphérique et une communauté surface. Et c'est la communauté atmosphère développe ses outils. Ça commence à être un peu moins vrai puisque vous avez maintenant des lidars qui sont sur étagère. Mais en général, toute la partie, on développait les instruments, on développait aussi les logiciels. Alors que la communauté surface utilise des outils commerciaux et en fait, même les logiciels. C'est-à-dire que vous passez des contrats avec des sociétés qui sont spécialisées avec des sociétés de services, en fait. Donc, vous passez des contrats et vous avez des sociétés de services qui vont faire les mesures, qui vous font la restitution
des bâtiments ou bien un suivi des forêts, comme ça s'est passé en Suisse. Toute la Suisse a été quadrillée par ces systèmes de surface. Et donc, le miracle, c'est en 1994, le premier LIDAR dans l'espace. Là, ça a duré une dizaine de jours, mais ça a prouvé que ça pouvait marcher. C'est une mission NASA, en fait. Alors, le contexte, en fait, ça s'applique à peu près partout avec des bonheurs et des performances différentes. Ça a été surtout, en fait, pour le bilan radiatif ici. Donc ça, c'est le A-Train dans lequel il y a Calypso. Donc il y a souvent une mission a un nom, Calypso, mais le LIDAR a un autre nom. Il s'appelle Calliope, d'accord? Donc c'est ce que j'essaie de distinguer par la suite. Donc c'était vraiment la première réussite. Pour le champ de vent, en fait, c'est une mission que je n'ai même pas marqué son nom. C'est la Atmospheric Dynamic Mission Aeolus qui est ici. Et puis, pour le cycle du carbone, c'est donc le CO2, les gaz à effet de serre de nature anthropique. C'est le CO2. Donc, il y a eu une première étude qui a été faite par l'Agence spatiale européenne ASCOP. Ça n'a pas été retenu pour des questions toujours pareilles de maturité technique, en fait. Et en ce moment, ça a été dit tout à l'heure, c'est la mission Merlin pour le méthane, en fait. Donc, il s'agit de retrouver soit les puits quand on a une idée des sources, ou bien de retrouver les sources quand on a une idée des puits. Donc, le méthane, on connaît le puits, c'est le radical OH atmosphérique, et on s'intéresse en fait aux sources. Et vous avez ici ICESat, qui a été une mission LIDAR NASA pour les glaces et pour la végétation, et d'une manière générale pour les modèles numériques de terrain. Donc, alors, si on fait de l'instrumentation, alors il est vrai qu'au départ, on est parti un petit peu le nez dans le guidon, mais en fait, les objectifs ont toujours été la recherche et d'une manière avec un retour sur la société. Donc, c'était connaître, comprendre, prévoir, maîtriser quand on peut. Donc, l'observation, c'est là où on a la partie LIDAR, avec des analyses de processus quand on fait des mesures ponctuelles, en fait, qui sont sous forme de campagne de terrain. Il y a aussi une continuité des observations avec des réseaux, en fait, ou bien des missions spatiales et des missions aéroportées aussi pour les études de processus. Et c'est ce qui, maintenant, disons, au XXIe siècle, c'est ce qui commence à prendre vraiment du poids. Le problème, c'est qu'il faut être en mesure de proposer quelque chose aux agences, que ce soit l'Agence spatiale européenne ou le CNES, et donc il faut avoir une maîtrise de ce qui s'est passé. On ne peut pas partir comme ça dans des choses, des systèmes aussi complexes. Il faut savoir qu'en fait, maintenant, les mesures obtenues pendant les campagnes eh bien, sont utilisées de plus. On cherche à avoir des utilisations dans les modèles avec les problèmes qui se posent sur l'assimilation. Alors, la famille LIDAR, ici, vous avez la partie atmosphérique et ici, vous avez les surfaces urbaines, continentales et aquatiques. Ici, c'est un système qui a été développé dans les années 70. Ce qui est frappant quand on a les yeux de Chimène, c'est de voir que le laser qui est ici est énorme, qui était un laser à gaz en fait, que la partie électronique et la partie informatique sont deux grandes baies avec des bandes qui tournaient. Et la partie électronique est ici, la partie informatique est là. Et aujourd'hui, ces trois composantes ici sont vraiment réduites, pas à leur minimum, mais vraiment, c'est pour la partie informatique et pour la partie numérique, c'est vraiment, maintenant, ça tient sur des PC pratiquement. La seule chose qui reste de taille notable, c'est qu'un télescope, s'il vous faut 30 cm, eh bien, il n'y a pas moyen de comprimer ou compresser un télescope de 30 cm. Ce qui a été développé par la communauté française avec le soutien de l'INSU, du CNRS et de Météo France pour la partie vent, c'était le programme Léandre. Et alors ça a été développé par les laboratoires avec le soutien de la DT de l'INSU. Je ne sais pas si on serait capable de refaire ça encore aujourd'hui, mais on a vraiment tout développé, toute l'instrumentation. Et c'était une instrumentation qui était... tout était fonctionné à partir d'un calculateur. On ouvrait les iris, on changeait l'orientation du miroir, etc. Donc il y a eu un très très gros travail de laboratoire. Et ça, c'est la mission Light 94. On embarque pratiquement un système de laboratoire sur la navette spatiale et puis on montre que ça marche avec des figures ici et c'est très bien. Ici, c'est donc un système qui est aéroporté. Ce sont des systèmes aéroportés qui regardent les surfaces
urbaine, les parties continentales, la végétation, la canopée. Et ici, c'est pour la bathymétrie ou pour retrouver les particules en suspension dans l'eau. Donc ça, j'en parlerai pas, mais ça, c'est là où il y a vraiment une grosse activité professionnelle et avec un chiffre d'affaires qui va en croissant. Donc les mots-clés sur lesquels je vais revenir, c'est le lidar, le laser, j'en dirais, le transparent, le sondage atmosphérique, la télédétection active optique, les quantités intégrées ou profils. En fait, c'est plutôt des profils. Ici, je parlerai simplement des quantités intégrées pour Berlin. Là, le grand rôle, il n'y a pas de lidar sans laser, il n'y a pas de lidar sans spectroscopie. La spectroscopie, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la méthodologie lidar, en fait. Donc l'environnement ici, ça ne sera pas les surfaces, ça sera l'atmosphère. Et en fait, les composés gazeux minoritaires, donc les pollutions, l'ozone troposphérique, ça a été fait en fait assez rapidement dans les années 70. Les gaz à effet de serre, c'est relativement plus récent. Alors, dans les gaz à effet de serre, c'est surtout les natures anthropiques, les CO2, CH4, NO2, etc., en oubliant que la vapeur d'eau, qui est le premier gaz à effet de serre, on le place plutôt dans la météorologie, en fait. Nuages aérosols particules en suspension, ça sera la ligne de l'ossature pour les présentations et les variables météo, pression, température. Alors, la pression, si on était capable de faire avec un lidar une pression au millibar, eh bien, on peut faire une mission avec. Alors, il y en a qui s'y intéressent, mais on n'est pas encore au millibar. Le millibar, ça veut dire qu'il faut qu'on descende une précision c'est absolument diabolique, il faut aller au millième, en fait. Et franchement, alors ça peut se faire en mesure dial, mais on n'en est pas au millième. La température, ça se fait de plusieurs manières. Vous avez des mesures soit en utilisant des techniques Raman, soit une technique différentielle, mais pour l'instant, les mesures, c'est surtout du Raman, et c'est surtout dans les très basses couches de l'atmosphère, en gros dans la couche limite, en fait. L'humidité et le vent, on en parlera par là. Alors, en catastrophe, j'en ai mis un qui n'est pas de très bonne qualité. Je savais que j'en avais, mais je n'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais. En fait, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, les mesures LIDAR ont commencé par la haute atmosphère et ça suivait des développements qui étaient faits dans les années 30 et 40. C'était de connaître l'origine, en fait, du sodium dans la haute atmosphère, en fait. L'origine si c'était une origine météoritique ou si ça venait, en fait, par diffusion turbulente de la surface. Donc c'était le sodium. Ensuite, c'était le lithium. Alors après, quand vous en avez attrapé un, après vous vous débrouillez pour attraper les autres. Donc ensuite, ça a été le lithium, le potassium, calcium, les alcalinos terreux, après les alcalins, etc. Alors ça a été fait, un travail qui a été fait par le service d'aéronomie de l'époque. Ça a été Gérard Mégy et ses suivants. Et en fait, le miracle, ça a été qu'il existait des lasers à colorants qu'on n'utilise pratiquement plus aujourd'hui. Et vous aviez une molécule qui était la plus efficace pour faire du laser, qui coïncidait avec le domaine d'émission résonante du sodium. Donc ce miracle a fait qu'il était possible de nuit, à partir de la surface, d'aller faire des mesures à la mésopause, en fait. Donc ça a été le début. Et ensuite, eh bien, on est parti de l'autre bout, c'est-à-dire avec les lasers dont on disposait et les techniques dont on disposait, c'était de regarder les nuages et les aérosols, c'était donc plutôt à partir du bas, et progressivement les deux se sont rejoints avec la qualité d'air, la météo, et puis le climat sur tout ce que l'on peut mesurer avec, suivant les techniques, diffusion élastique, dial, Doppler, et bien les différentes composantes qu'on peut avoir ici. Alors ceci, c'est un exemple, vous êtes au sol ici, c'est un lidar qui a été développé au LMD. Alors si vous avez des systèmes qui sont développés par les industriels, c'est une très bonne chose. Cela étant, souvent on vous le sert comme une boîte noire. Donc si vous voulez garder une idée une compétence tant sur l'instrument lui-même, on est capable de changer les différentes composantes, ou bien sur toute la partie traitement, eh bien, vous avez intérêt à avoir quelques éléments de référence comme ça qui vous resituent en permanence. Donc ceci, c'est le système qui est au sol ici. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une zone aveugle qui fait à peu près une centaine de mètres qui est ici. Et ensuite, vous retrouvez ici, c'est donc le code de couleur
Quand c'est bleu comme ça, très clair, ce sont la diffusion moléculaire. Et quand ça va du jaune au très brun comme ceci, eh bien, c'est la diffusion particulière. Donc l'échelle de couleur a sauté, mais ça vous donne en gros, ou bien des coefficients de rétrodiffusion atténués, c'est la chose la plus simple à faire, ou bien des coefficients, des rapports de diffusion, c'est la diffusion totale, molécules et particules, divisée par la diffusion moléculaire simple. En fait. Et la diffusion moléculaire, eh bien, on la calcule connaissant la pression et la température et les sections efficaces de diffusion Rayleigh, dites Rayleigh, comme ça. Donc ce que ça vous montre, c'est ici la couche limite, ici, qui est à peu près 1,5 km. Et là, vous avez un système frontal qui vous arrive sur le nez avec la température. Ici, ça doit être le 0 degré ici. Et ce que l'on voit ici, c'est que vous avez, eh bien, les nuages ne passent pas la tropopause. C'est donc une faible activité, c'est un système de moyenne latitude. Vous ne passez pas la tropopause. Et ce que vous voyez, c'est que la tropopause descend progressivement. Alors, il ne faut pas tromper son public quand même. Le lidar ne passe pas au travers des nuages denses. Hein. Si le lidar est capable de retrouver des informations à 11 km ou 11 km et demi, c'est parce que la couche nuageuse est poreuse. Vous avez des trous. Donc ici, chaque profil ici est une moyenne de 200 tirs, c'est 10 secondes. Toutes les 10 secondes, vous faites un profil comme ceci. Et donc, toutes les 10 secondes, vous avez ces profils. Et dans les 10 secondes, eh bien, vous avez un faible déplacement. Et de temps en temps, vous avez un trou. Et pratiquement, il vous faut un seul tir pour remonter jusque là-haut, où vous retrouvez effectivement une couche de cirrus à cette hauteur-là. Et ce que vous voyez, c'est que vous traversez la couche limite. C'est l'atmosphère, à l'exclusion des nuages très denses, est un milieu dilué qui vous envoie du signal en permanence. Vous montez sur les premières couches nuageuses qui sont ici. Et puis, dès qu'il y a un trou, eh bien, vous grimpez. Et en fonction de la porosité, eh bien, vous avez plus ou moins de signaux. Et là, vous descendez. Là, ça devient extrêmement dense. Donc, vous vous arrêtez sur la première couche, sur la première centaine de mètres. Et puis ici, c'est la pluie. Alors, c'est une pluie, en fait, c'est un virga qui ne descend pas encore au sol. Donc, le lidar ne s'est pas fait complètement arroser. Donc, en général, l'idée, maintenant, on a une trappe, donc c'est fermé. Donc, vous êtes capable de décrire une couche nuageuse et, dans les bons cas, dans la partie préfrontale, vous pouvez monter jusqu'en haut. Alors, c'est le principe pour tracer un bilan optique du lidar. Donc, ça commence par un laser qui est ici. Donc là, je me mets dans le référentiel du laser. Le laser envoie une impulsion que j'ai arrêtée ici. Donc, vous avez l'impulsion qui a une certaine durée. Le laser a une certaine divergence. Et si vous transposez dans le référentiel du télescope qui est ici, eh bien, comme c'est dégénéré puisque vous avez un aller-retour, vous comptez simplement la moitié de l'impulsion. Le volume diffusant que vous aviez ici, eh bien, vous le comptez simplement la moitié du volume diffusant pour le signal qui revient vers le télescope. Et donc, l'angle d'ouverture du télescope est déterminé par la surface du télescope et la distance ici au carré. Il va de soi que cet angle-là, sous lequel le volume diffusant voit le télescope, doit être supérieur au champ de vue du télescope. Là, c'est en anglais, field of view. Bon, d'accord. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez donc l'impulsion qui est ici, vous allez déterminer la distance. Vous avez le volume diffusant qui vous envoie une intensité vers le télescope. Ça va être recueilli par le télescope et ça va vous donner ici une puissance. Et ensuite, cette puissance va être détectée par un détecteur, un courant et ensuite un signal numérique. Alors, comme j'ai dit, c'est toute la spectroscopie, c'est les interactions lumière-matière. Alors, la plus bête, c'est que vous envoyez un faisceau laser, molécules et particules, et c'est en fait la loi de Beer-Lambert. D'accord ? La fraction de puissance ou d'intensité qui revient vers vous, eh bien, c'est la puissance à la distance à laquelle vous voulez mesurer, et avec un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, c'est un coefficient d'atténuation ou d'extinction par diffusion par les molécules et les particules, et un coefficient d'absorption. Et ensuite, la lumière qui vous revient, ça va être ici une intensité, ça va être proportionnel à la puissance laser à la distance qui vous intéresse,
le volume diffusant qui est ici, et un coefficient de proportionnalité, encore qu'on appelle un coefficient de rétrodiffusion, rétro parce que ça revient en sens inverse. Bon, il va de soi que le bilan est contenu, et donc sachant, c'est vraiment les deux équations qu'il faut retenir pour être capable d'écrire. Avec ça, vous écrivez la relation. Alors, l'autre chose qu'il faut retenir, c'est, on parle en toute connaissance de cause d'une ambiguïté. Vous avez une impulsion qui se propage. Ce que j'ai représenté ici, c'est que progressivement, le bleu s'atténue ici. Vous avez une durée d'impulsion. Vous avez le début de l'impulsion qui se propage ici à une certaine distance avec la règle qui est ici. Et vous avez la fin de l'impulsion qui se déplace un peu plus tard. Donc, le début et la fin, en fait, vous renvoient du signal. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous détectez au même moment le début de l'impulsion qui est à une certaine distance et la fin de l'impulsion qui est à une autre distance. Donc, la durée de l'impulsion vous donne une ambiguïté que vous ne pouvez pas résoudre puisque le début et la fin de l'impulsion sont détectés au même moment. D'accord? Ça, c'est une chose à savoir. Donc, la durée d'impulsion va déjà vous déterminer en partie la résolution minimum que vous pouvez avoir sur la ligne de visée. À ça, il faut savoir qu'en général, quand on écrit l'équation lidar, on fait pouf pouf, et on considère que le temps de détection en fait est infiniment faible. Mais si vous avez un temps de détection, eh bien, vous avez tendance à corréler les mesures qui sont faites à une certaine distance ici et avec celles qui sont faites à cette distance-là. Et en plus de ça, quand vous numérisez, vous ouvrez une porte de mesure. Cette porte de mesure a une certaine durée. Il va de soi que la résolution le long de la ligne de visée sera déterminée par la durée de l'impulsion ici et par la porte de mesure que vous allez ouvrir. Et en général, la porte de mesure, c'est celle qui domine la résolution sur la ligne de visée. Et donc ici, je vous donne l'ambiguïté en distance. C'est directement lié à la durée de l'impulsion laser, mais ce n'est pas la partie dominante. La partie dominante, c'est surtout en fait la porte de mesure qu'on utilise pour avoir suffisamment de signal, pour avoir un rapport signal-abri très supérieur à 1 pour être capable d'inverser correctement les données qu'on obtient. Alors, les performances alors, un lidar, on peut être surpris par ce qu'il sait faire ou ne pas faire. Il faut savoir que ça va dépendre de la concentration des cibles qui vous intéressent. Ça va dépendre du support de la mesure. Ce n'est pas forcément les cibles qui vous intéressent. Le signal peut être fourni par un autre diffuseur. La spectroscopie des cibles et du support de la mesure, de la distance. Bon, de la distance aux cibles, c'est le R2, le R carré. Les conditions météorologiques, on ne transverse pas les nuages denses, comme j'ai dit tout à l'heure. Et des grandeurs instrumentales qui sont la surface du télescope, l'énergie par impulsion, le rendement quantique du détecteur. Et les objectifs de mesure, c'est si vous voulez une erreur statistique qui est de 10%, vous aurez un temps de mesure. Si vous voulez 1%, il vous faudra un autre temps de mesure ou d'autres grandeurs instrumentales. Et si vous voulez le 0,1%, vous allez mettre une pression pas possible sur votre instrument qui est ici. Ça va dépendre de l'échantillonnage spatial et des résolutions spatiales et temporelles. Si vous les mesurez en 1 seconde, en 10 secondes ou en 1 heure, eh bien, les contraintes sur l'instrument ne seront pas les mêmes, en fait. Alors, dans le bilan, la première des choses, c'est de savoir où vous situez, visible infrarouge, l'infrarouge thermique ici. Ici, c'est pour ne pas faire bon poids, en fait, c'est les micro-ondes. Et cette courbe ici vous donne les pertes par diffusion moléculaire. Donc, pratiquement, au micron, elles commencent déjà à être relativement faibles. Et à 10 microns, elles sont en aller-retour, elles sont même pas disons, une dizaine de pourcents. Et il va de soi que les micro-ondes eh bien, sont tranquilles de ce côté-là. Et entre les deux, c'est la no man's land, en fait, puisque vous avez beaucoup d'absorption. À ceci près, que je vous montrerai sur un transparent plus tard. Donc, vous avez le terme de transmission sur le signal lidar, le terme de transmission qui est ici. Donc, c'est le coefficient d'atténuation par diffusion et absorption qui est ici. Et le coefficient bêta que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez l'énergie de l'impulsion, vous avez la surface du télescope, et ici, vous avez une efficacité optique. Ici, c'est dans le domaine optique. Une fois que vous avez détecté, vous rajoutez simplement ici un terme de rendement quantique du détecteur.
Ce que vous voyez surtout, c'est que vous avez une équation avec deux inconnus. Ça, c'est le signal LIDAR qui est ici. Premier inconnu, deuxième inconnu. Et pour résoudre, eh bien, ça, vous le savez depuis que vous êtes petit, une seule équation, deux inconnus, vous en faut une seconde équation. Est-ce qu'on l'utilise en général pour retrouver le bêta ou le alpha? On prend une proportionnalité entre les deux. Alors, cette proportionnalité est absolument vraie. Elle est vraie de vrai si vous avez un seul type de particules. Et où ça se complique, pour les molécules, il n'y a pas de problème. Ce coefficient, c'est 8 pi sur 3. Donc lui, il est vrai. Et pour les particules, il faut connaître le cas. Et en fait, si vous avez un mélange de particules, si la concentration totale change, vous n'avez aucun problème. Mais si les proportions varient, alors le cas qui est ici n'est plus constant. Donc c'est ça une partie du problème. Et ce que je vous dis ici, c'est que la mesure LIDAR, sa signature, ça porte sur l'intensité du signal, le spectre, la polarisation, et bien sûr atténuation et absorption qui sont ici. Alors je ferai un peu plus tard. En fait, d'une manière générale, les mesures LIDAR sont auto-étalonnées, elles sont autosuffisantes. Et il suffit de savoir que c'est vrai pour les rétrodiffusions particules et nuages, c'est vrai pour le dial, l'absorption différentielle, c'est vrai aussi pour le vent. D'accord? Alors, les composantes de l'instrument. Vous avez le laser, donc on lui demande une émission pulsée, l'énergie par impulsion. Optomécanique, il vous faut un miroir pour déplacer la ligne de visée. Le télescope, ça va être son diamètre, son champ de vue. En général, on essaie de le restreindre pour ne pas avoir du signal parasite de fond de ciel, en fait, pour augmenter le rapport signal à bruit. Et on cherche des réflectivités voisines de 1. Vous avez tous les filtres optiques pour éliminer le fond de ciel. La transmission, en général, est limitée. Plus un filtre est étroit et moins il transmet. C'est vrai pour des Fabry-Perot, par exemple. Fabry-Perot, c'est deux lames parallèles avec un interféromètre à ondes multiples. Vous avez les détecteurs, les photomultiplicateurs, les photodiodes avalanche avec des rendements quantiques qui sont voisins d'un. Ce n'est pas vrai pour les photomultiplicateurs, c'est plutôt quelques pourcents jusqu'à une dizaine de pourcents. Le convertisseur analogique numérique et puis le calculateur. Alors les lasers, vous en avez de toutes les couleurs, donc ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qui vous intéresse. J'ai eu du mal à retrouver dans cette courbe, en fait, le néodyme YAG qui devait se situer autour de 1 micron qui doit être par là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez un bon laser qui émet à une longueur d'onde, eh bien, vous pouvez avoir d'autres longueurs d'onde par des processus d'optique non linéaire. Vous envoyez ça dans un cristal qui est bien taillé et en fait, il prend deux photons infrarouges pour vous faire un photon vert. Et si vous combinez un photon vert avec un photon infrarouge, il est capable de vous faire un photon ultraviolet. Et comme ça, vous avez on parle de doubler en fréquence, de tripler en fréquence, et même vous avez des quadruplés en fréquence. Et ce que je vous dis ici, c'est qu'on prend des lasers pulsés à haute qualité spectrale et spatiale. Donc c'est qu'en général, on les veut monomodes et transverses et longitudinales. Et le champion toute catégorie, c'est le néodyme YAG, ou le néodyme dans d'autres matrices. Mais il reste en fait ici, et c'est ce sur quoi par exemple, Fabien Gibert ou les travaillent, quand vous voulez quand vous avez une mesure que, par exemple, le CO2 ou le méthane, eh bien, il faut que vous développiez vous-même votre instrument, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de mettre la main dans la boîte à outils et de développer des lasers qui sont extrêmement performants pour vos applications. J'en dirai pas grand-chose. C'est donc, comme j'ai dit, vous avez donc une impulsion. On le caractérise avec les longueurs d'onde, les fréquences et le nombre d'ondes. Il faut jouer avec ça. Et c'est suivant les communautés. Le laser, c'est d'abord un milieu actif dans lequel vous avez un cristal dopé. Alors les mélanges gazeux, aujourd'hui, c'est pratiquement abandonné. Donc un cristal, il fluoresce. Et pour qu'ils adviennent du laser, il faut mettre aux extrémités de la cavité, il faut mettre deux miroirs. Et à ce moment-là, vous avez un effet d'amplification. C'est ce que je vous ai dit ici. Vous avez un résonateur optique. Il faut fournir de l'énergie. Le problème, c'est qu'il faut un rendement électrique optique qui soit assez élevé, c'est-à-dire de plusieurs pourcents à la dizaine de pourcents. Sinon, vous embarquez une centrale électrique. Et l'encombrement, la masse et le volume, ça joue.
et vous avez des servitudes qui sont très très fortes. Si vous mettez 10 watts et si vous avez 1% d'efficacité, il faut dissiper tous les watts que vous n'avez pas transformés en fait en laser. Et il vous faut bien sûr l'échantillonnage. En fait, pour beaucoup d'applications, ce que je n'ai pas représenté ici, eh bien, c'est en visée au zénith ou bien en visée au nadir quand vous êtes dans un avion ou de l'espace. Et sinon, vous avez du balayage qui soit conique ou bien du balayage en trame, comme on a pu le faire pour le système vent que je vous présente par la suite. Alors, si vous voulez reconstituer, si vous voulez mesurer une concentration d'une molécule à une certaine distance, il vous faut un moyen de distinguer la molécule qui vous intéresse. Donc, il va vous falloir connaître son spectre d'absorption et il faut recevoir assez de signal. Donc, les processus d'interaction lumière-matière, diffusion et absorption dont j'ai parlé avant sont essentiels et il vous faut des processus spécifiques aux molécules. Alors, les molécules, vous avez la chance, quand elles sont dans le visible ou dans le proche infrarouge thermique, en fait, ce sont des spectres de raies. Ce sont des niveaux de rho vibration. Ce sont des spectres de raies. Mais les molécules, quand vous descendez vers l'ultraviolet, vers le violet et l'ultraviolet, c'est des spectres en bande, c'est de nature électronique. Donc, c'est des grosses patates. Et là, il faut distinguer deux sections efficaces dans les grosses bandes d'absorption. Et pour les particules, eh bien, c'est que vous avez des indicatrices de diffusion. Et plus la particule est grosse, et plus, en fait, elle envoie du signal vers l'avant et moins de signal vers l'arrière. Mais compte tenu de sa taille, en fait, en général, la diffusion particulière, quelques particules, vous donne un signal qui est aussi important que beaucoup de molécules, en fait, en diffusion. Alors, c'est pas de très bonne qualité. Vous avez, alors, des bandes d'absorption, vous en avez partout, et vous avez une molécule qui s'appelle l'eau, et qui, pratiquement, vous donne des bandes d'absorption, que ce soit en partant du visible ici jusque dans l'infrarouge. Donc, ce que je vous ai dit ici, c'est que... Oh, pardon. Les bandes larges, c'est de nature électronique. Les raies, c'est de l'énergie vibrationnelle, rho-vibrationnelle. Vous avez aussi l'énergie de rotation, mais ça, c'est le domaine des micro-ondes, en fait. Et c'est parce qu'on l'utilise. En revanche, l'énergie vibrationnelle est importante pour la diffusion Raman. Je vous montrerai un exemple par la suite. Mais en général, on s'intéresse plutôt aux énergies vibrationnelles. Vous avez des raies, et en fait, on situe l'absorption laser sur une raie. Donc ici, le laser vous permet de passer en fait entre les gouttes, puisqu'ici, vous avez le spectre du CO2, ici, vous avez la vapeur d'eau, et ça, ce sont des mesures. Le système est développé au LMD pour faire des mesures de CO2. Et bien, vous êtes capable de mettre une raie sur une raie d'absorption ici. Et comme j'ai dit, c'est auto-étalonné. Vous avez deux longueurs d'onde. Vous émettez successivement deux longueurs d'onde, l'une étant située sur la raie d'absorption et l'autre étant dans un trou ici. Et vous faites le rapport des deux. Donc, c'est un auto-étalonnage en permanence, de fait. Le problème, c'est que de temps en temps, il y a des interférences, comme ici. Si vous vous trompez de raie, eh bien, c'est la vapeur d'eau qui vient vous polluer. Pour ce domaine-là. Dans d'autres domaines, c'est autre chose. Alors, les spectres des diffusions moléculaires et particulières, ce que j'ai oublié de dire, eh bien, vous envoyez une longueur d'onde. Ici, c'est donc votre laser qui est très étroit. Eh bien, la première réponse qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous donner une raie de diffusion par les particules, ici, qui va être un peu plus large que celle du laser. Puis, vous allez avoir les diffusions élastiques dites relais, en fait. Ici, par les molécules. Et ça, c'est élargi en fonction de la température. C'est Boltzmann. C'est la température de Boltzmann. Et ce à quoi, ça, c'est de l'élastique. Et là, vous avez toutes les inélastiques qui sont ici. Donc, ici, vous allez retrouver le spectre de rotation, en fait. Donc, vous avez, ça, c'est le Raman qui est ici. Et les molécules d'air, que ce soit O2 et N2, eh bien, vont contribuer en fait à la diffusion soit anti-Stokes ici quand la raie est plus grande, soit Stokes quand la raie est plus courte, puisque je suis parti en longueur d'onde ici. Donc vous allez avoir autour de la raie élastique ici, vous allez avoir des spectres de diffusion Raman ici, et puis vous allez en plus être capable de sortir, ça c'est l'ozone qui est ici, l'oxygène, N2 et H2O. C'est-à-dire qu'avec une seule longueur d'onde qui est ici,
l'atmosphère vous répond en diffusion élastique particules-molécules. Ça, en fait, c'est la raie dite de Cabane. D'accord ? Et en fait, la raie de Cabane, en fait, elle a deux petites oreilles en fonction de la pression. Et c'est la diffusion Brillouin qui arrive sur les bords. Mais en général, on fait semblant de ne pas la voir. Et ensuite, vous avez tout le raman rotationnel ici, vibrationnel et rotationnel autour, qui est ici. Et alors, pour la diffusion des particules, vous savez, on parle en général de diffusion de Mi, mais Mi n'y est pour rien dans ce que l'on fait aujourd'hui. Mais bon, on a gardé son nom parce que ça a vraiment été le précurseur. On définit un rapport de taille qui est le 2π, RP étant le rayon des particules. On les considère sphériques, d'accord ? Et en fonction de ce rapport de taille, on peut tracer des indicatrices de diffusion. Ici, vous avez donc les rapports de taille qui sont ici. Et en fait, en changeant simplement, vous gardez les mêmes particules et vous changez les longueurs d'onde. Et si vous changez les longueurs d'onde, vous changez effectivement le rapport de taille. Et plus la particule est grosse ou plus la longueur d'onde, en fait, est petite, et puis plus vous avez une diffusion vers l'avant qui augmente. Alors, donc les indicatrices de diffusion, et il faut savoir que nous, le faisceau allant dans cette direction-là, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous revient ici. Alors, ce que vous avez ici, c'est la diffusion Rayleigh. Alors, ce n'est pas à l'échelle, en fait. Les intensités ne sont pas à l'échelle. C'est juste une normalisation des fonctions de l'indicatrice de diffusion, puisque ça va dépendre de la section droite des particules, le pi R2. Et ce que vous avez ici, c'est le Rayleigh, en fait, quand il est en lumière naturelle. Mais quand il est en lumière polarisée, suivant qu'elle soit parallèle dans le plan d'incidence ou perpendiculaire au plan d'incidence, eh bien, quand elle est perpendiculaire ici, c'est plutôt simplement deux cercles à coller ici. Et quand c'est perpendiculaire, eh bien, c'est un seul cercle. Et il va de soi que vous avez, si les particules sont sphériques, vous avez une révolution complète autour de l'axe qui est ici. Ici, c'est un énorme ellipsoïde. D'accord ? Mais ça, c'est de la diffusion moléculaire en lumière naturelle. Alors que le laser est polarisé, il vous répondra soit en vous envoyant. Et ceci, donc, c'est la somme du cercle ici et de ce cercle-là, plus le grand cercle qui est là. Et là, quand vous avez un atome, eh bien, un atome, c'est quasiment sphérique. C'est le seul cas où vous avez vraiment une diffusion isotrope. C'est quand vous avez un seul atome, en fait. Mais le moléculaire, c'est déjà N2O2. C'est donc déjà dissymétrique. Alors, la diffusion de Mi, ce que l'on fait, c'est que vous avez le rapport de taille, le 2πr sur lambda. Et la diffusion, alors vous mettez ça ici, c'est en X, en 2πr sur lambda. Vous avez le coefficient de... Alors ici, vous prenez une seule taille de particule. C'est pour ça que ça vous donne en rétrodiffusion ici. Et c'est le sigma, c'est la section efficace, ça vous donne ces pointillés ici. Ça, c'est la partie extinction. Le Rayleigh, en fait, est ici. Et ce que vous voyez, suivant le rapport de taille qui est ici, eh bien, vous pouvez avoir 4 fois la valeur asymptotique. Alors, ici, vous avez le Rayleigh, et à l'autre bout, ici, quand le X est très, très grand, eh bien, c'est Fresnel. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'optique de Fresnel, c'est l'optique classique. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelle le domaine de Mi, plus ou moins complexe. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez donc, de manière asymptotique, vous avez un facteur 2. Le facteur 2, c'est une partie, c'est l'obturation par la particule, et vous remplacez la particule par un écran en utilisant le théorème de Babinet, et c'est la partie diffractée, en fait. Donc ça, c'est des choses que l'on sait faire. Aujourd'hui, on se contente plus simplement de ça. Vous ne refaites pas les codes de Mi. Les codes de Mi, vous en trouvez autant que vous en voulez sur Internet, et même des codes beaucoup plus complexes pour des particules de forme très bizarre. Alors les particules de forme très bizarre, c'est par exemple dans les cirrus, comme ici. Ça a été mesuré par Hemsfield en fonction de la température, les petites en haut, les grosses en bas. Et bien la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer, avec des formes plus ou moins géométriques, et bien comme dans un article de Mach ici, de retrouver en fait les indicatrices de diffusion. Alors ce que l'on fait, c'est c'était une approximation qui était utilisée mais qui n'est pas très bonne, c'était de se dire c'est aléatoire, l'orientation est aléatoire, donc on prend une approximation de diffusion sphérique. Ça ne marche pas.
Donc il a fallu faire autre chose. Vous avez les lancers de rayons et les codes de Monte-Carlo, et aujourd'hui vous avez les T-matrix, en fait, pour toutes les formes qui sont un peu bizarroïdes. Et tout ça, c'est possible parce que vous avez des calculateurs qui ont des capacités absolument extraordinaires. Alors l'atmosphère en structure, tout est déterminé. Vous avez une pression au sol et après c'est une question de température. Donc comme je vous l'ai dit tout à fait au départ, eh bien les mesures ont été faites jusqu'ici au-dessus de la mésopause, en fait à 80 km. Et donc les nuages ici en dehors des cumulonimbus qui sont capables d'exploser la tropopause dans les tropiques, eh bien en général ils sont coiffés par la tropopause thermique en bas. Donc ici, la partie météo, ça se passe en bas ici. La partie climat, ça comprend bien sûr la partie ozone et des gaz plus complexes. Et les nuages, eh bien, on a tous les nuages que l'on veut ici, comme vous voyez sur cette figure ici. Ça va jusqu'à une dizaine, une quinzaine de kilomètres. Parce que la tropopause n'est pas à la même altitude au pôle et dans les tropiques. Alors, les deux grands composants, c'est l'azote pour 70%, 18%, l'oxygène pour 21%, l'argon 1%, ensuite le gaz carbonique. Et celui qui m'intéresse, c'est le gaz carbonique et le méthane qui est ici. Et alors, ça, c'est l'air sec et l'air mouillé, bien sûr. Vous avez les quelques pourcents de vapeur d'eau auxquels s'ajoute de l'eau jaune, etc. Donc, et ça, les composés minoritaires, on peut les mesurer par LIDAR. L'ambition, c'est en fait de les avoir maintenant avec une précision, à partir de l'espace, une précision quasiment diabolique. C'est-à-dire au pourcent au mieux que le pourcent. Alors, si au départ on faisait un LIDAR et on tapait sur tout ce qu'on voyait, on a changé quand même d'altitude. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a des modèles pour dimensionner et pour le choix. Vous avez toute la métrologie laser qui est ici, vous avez votre LIDAR avec le télescope, la détection, etc. Vous avez l'atmosphère, vous êtes capable de mettre un traitement du signal, vous avez les infos de spectroscopie, les informations géophysiques auxiliaires, pression, température, éventuellement vapeur d'eau, etc., l'analyse de données, et vous faites en plus une synergie avec d'autres informations. Donc c'est aujourd'hui la démarche qui est suivie et qui amène à développer des modèles de plus en plus complexes pour vraiment simuler des missions spatiales, par exemple. Alors, les processus physiques pour les... Je suis plus qu'en retard, mais bon, on va aller. Suivant les applications, vous avez les supports de la mesure et vous avez la signature de la mesure, comme je vous mets ici. Donc, si vous voulez des propriétés optiques des couches de particules, par exemple, ou de la couche limite, qui sont des molécules d'air et des particules en suspension, vous avez la diffusion moléculaire qui est utilisée comme support de la mesure, mais c'est aussi la signature de la mesure. Pour les profils de température dans la stratosphère, c'est une diffusion élastique sur les molécules. Il faut sortir de la troposphère, en fait, et être capable d'observer les molécules d'air. Et avec l'approximation hydrostatique, eh bien, vous retrouvez comme ça la température, c'est les gaz parfaits, le PV égale nRT. Vous avez les profils de mélange de vapeur d'eau, d'ozone, etc., diffusion élastique Raman, ou bien vous les avez aussi en dial. Vous avez les concentrations de diffusion élastique Rayleigh et Mi, en fait, et l'absorption spécifique des composés qui vous intéressent ici, et les profils de vitesse. Suivant le domaine et suivant la technique que vous allez utiliser, vous utilisez les molécules ou les particules. Je montre des exemples, j'y arrive un peu plus tard, et vous pouvez faire. Donc, vous avez besoin de calculer les fréquences de l'arrêt diffusé, et l'élargissement de l'arrêt diffusé vous donne la turbulence, en fait. Donc ça, c'est le signal où je vous ai montré tout à l'heure les premiers, le nuage qu'on transperçait en fait par les trous. Ça, c'est développé au LMD, et en fait, ce système est basé sur un néodyme YAG. Donc on a l'arrêt fondamental à 1064, donc c'est le proche infrarouge. On l'a doublé en fréquence et donc le vert. Le vert est une couleur merveilleuse parce que pour les applications LIDAR, vous avez pratiquement une diffusion à peu près égale pour les particules et les molécules, en gros. Donc ce qui vous permet d'auto-étalonner facilement et de restituer les profils de particules relativement simples et toute la partie détection, etc. Alors,
c'est connu, c'est Stultz. Hein. Donc, en fait, c'est le cycle de la couche limite. Vous avez, en plein après-midi, vous avez la couche convective, ça se calme, une zone d'entraînement. Et dans la nuit, vous développez une couche diurne, et puis le lendemain, vous avez la couche convective qui monte et qui érode la couche résiduelle de la veille. Eh bien, si vous faites du lidar, c'est ce que vous voyez. Vous avez ici la couche résiduelle de la veille, et puis vous avez la convective qui monte ici avec les thermiques, et puis qui la dépasse complètement. Et si vous aviez les yeux de Chimène, en fait, il se passe ici un moment, il y a un développement d'onde, en fait, dans le creux ici, qui fait que ça tombe plus vite qu'une simple érosion par la couche convective qui grimpe. Bon, vous avez bien sûr des circulations plus ou moins complexes suivant les cas. Et ça a été fait avec le système du LMD qui était transporté à Créteil pendant la campagne Mégapoli. Ce qui est indiqué ici, c'est l'altitude auquel on fait la normalisation en fait, pour les mesures. Et suivant ceci et cela, et encore une fois ici, c'est chaque profil est la mesure de 10 secondes en fait. Et vous avez ici les coefficients en mètre moins 1, stéradion moins 1. Il faut savoir que les molécules, c'est à peu près 10, 6. Et c'est donc les coefficients de rétrodiffusion. Et vous avez la diffusion particulière qui est là et les molécules qui sont ici, en fait. Et ça, c'est simplement le laser qui commence à avoir du bruit. Le rapport signal-sur-bruit commence un peu à lâcher. Donc c'est là où vous commencez à avoir des traces blanches qui arrivent. Vous avez donc la même chose ici, c'est un cas complexe où vous avez des particules désertiques qui vous arrivent sur le nez. Vous avez la couche limite qui est en bas, et puis vous avez des nuages ici, et vous avez une couche de cirrus au-dessus, toujours pareil, qui se bloque à la tropopause, sur l'inversion de la tropopause thermique. Alors il va de soi que le cirrus continue, et que si on ne le voit pas, c'est que celui-ci est suffisamment dense pour ne pas laisser passer le faisceau laser. Donc chaque fois que vous avez un nuage dense, un peu dense, eh bien, il bloque une partie du signal. Vous avez des trous ici, vous le retrouvez. Et à la fin, comme c'est complètement clair jusqu'ici, vous retrouvez votre nuage. Donc vous êtes capable de faire des profils de particules complètement sur toute la troposphère. Et ça, c'est la technique d'auto-étalonnage. Vous savez, donc vous êtes au sol, vous avez votre diffusion moléculaire et particulaire ici dans la couche limite. Vous avez une zone d'air clair ici, et vous avez un cirrus au-dessous. Et ce que l'on fait, c'est que vous oubliez la ligne pointillée. On calcule en fait une densité moléculaire connaissant la pression et la température là où vous êtes, et vous bougez en fait ce profil moléculaire calculé avec la pression et la température jusqu'à approximer une partie que vous considérez comme une zone propre. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez fait cette égalité ici, eh bien, vous êtes capable de restituer le bêta apparent ici, c'est donc le coefficient de rétrodiffusion atténué, de fait. Et bien sûr, après le cirrus, vous n'avez plus de signal et vous n'avez plus que du rapport signal-bruit. Enfin, vous n'avez plus que du bruit, pardon. Alors, l'idée, c'était de se dire aussi, on a une équation, deux inconnus, et une façon de faire, eh bien, c'est d'utiliser un filtre très étroit. Ici, vous avez la diffusion moléculaire, ici, vous avez la diffusion particulière. Si vous avez un filtre très étroit, vous séparez en fait le particulière du moléculaire et vous vous retrouvez avec deux équations. Et à ce moment-là, vous pouvez résoudre sans faire appel à la deuxième équation de tout à l'heure, le bêta égale k fois alpha. Ça, c'est le système Léandre qui a été développé, qui a commencé les premières... donc vous avez ici le système, comme je vous l'ai dit, ça c'est la vue de côté. Il est capable de tirer vers le haut et de tirer vers le bas. Ça, c'est la vue de dessus, d'accord. Les premières observations ont été faites pendant Pirex en 90. Ici, c'est pendant Astex. Ça, c'est un tout petit front qui passe sur l'océan Atlantique. L'avion est à 4 km. Et vous retrouvez vous avez la couche limite ici qui commence à être comprimée par le front qui avance. Vous retrouvez des nuages derrière. Et vous avez des circulations tout à fait bizarres en haut, enfin, qui s'expliquent en haut du front ici. Et ici, c'est Jacques Pollon et Cyril Flamand aux commandes de Léandre. Alors, Light. Light en 94, vous avez la navette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure.
Alors la navette, elle fait ce qu'elle peut, elle va de plus ou moins 51 degrés. On ne la fait pas passer par l'épaule parce que vous avez des flux protoniques, vous avez des flux de protons et de particules chargées, et donc les astronautes n'ont aucune chance d'y survivre. Et alors c'est la première fois, quand on a vu ça, eh bien, vous retrouvez toutes les couches nuageuses. Vous aviez encore ici les aérosols stratosphériques du Pinatubo. Vous avez ici une tropopause thermique, et vous avez ici toute la partie convective des tropiques, et puis vous avez les fronts de latitude qui ne percent pas la tropopause thermique. Et vous retrouvez bien les cycles de circulation sur les cellules de Hadley. Et ça a vraiment été le signal pendant cette dizaine de jours qui a vraiment changé le monde pour le spatial, disant mais c'est possible, il faut que le laser tienne le coup. Et les lasers, certains lasers, il y a des bons et des mauvais lasers, il y a des bons et des mauvais fabricants de lasers, mais ce n'est pas le laser qui est mauvais, c'est celui qui le fait. Alors ici, c'est du raman vibrationnel. Donc vous avez, encore une fois, c'est auto-étalonné. Vous vous intéressez à la vapeur d'eau. Si vous avez une longueur d'onde dans l'ultraviolet, donc vous aurez plus de diffusion. Le raman sera donc à 407 nanomètres. Donc, et ce qu'il vous faut, c'est être capable de l'étalonner. Donc on prend la molécule la plus proche en diffusion au raman, c'est l'azote. Et l'azote va vous donner en fait une diffusion. Donc il vous faut deux canaux de détection. Un pour la vapeur d'eau à 407 nanomètres, un pour l'azote à 387,7 nanomètres. Et vous faites le rapport des deux. Et quand vous avez le rapport des deux, eh bien, vous êtes capable de faire comme ceci, comme ici. Ça, c'est le camion de l'IGN. Eh bien, vous faites des profils de vapeur d'eau. Il faut le faire de nuit. Ça, c'est une question de rapport signal à bruit. Vous avez déjà un grand télescope. Vous avez déjà beaucoup d'énergie par impulsion. Parce que la diffusion Raman vibrationnelle est 1000 fois plus faible que la diffusion Rayleigh, qui elle-même beaucoup plus faible que la diffusion par les particules. Donc vous avez 2 à 3 heures, vous avez 3 heures de grandeur dans la vue, donc il faut travailler de nuit pour diminuer le fond de ciel et regagner un rapport signal à bruit. Et là, vous avez la même chose, vous avez une série temporelle avec ici le rapport de mélange de la vapeur d'eau en grammes par kilogramme. Vous allez de 2 à 12 kg. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a dans la troposphère est vraiment stratifiée. Vous avez des couches sèches et des couches humides en moins d'1 kilomètre, en fait. C'est assez surprenant. Et ça, c'est un système qui est relativement facile à faire, mais qui demande quand même beaucoup de moyens, qui est relativement stable et qui permet de travailler, de faire vraiment de la météorologie. Alors, le principe de l'absorption diale, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez une raie, il vous faut 2 longueurs d'onde, encore une fois, une sur l'arrêt d'absorption et une à côté. Alors, on ne la met pas toujours au maximum, puisqu'il nous faut une épaisseur optique optimale, et l'épaisseur optique optimale, elle est de 1. L'épaisseur optique optimale, c'est l'absorption sur toute la colonne atmosphérique, en fait, qui vous intéresse. Donc, à partir de ce moment-là, mais en revanche, ça demande une très, très grande stabilité des longueurs d'onde que vous utilisez pour vos mesures. Donc ça, c'est le système qui a été développé par le service d'aéronomie. Encore une fois, ça a été possible parce que la personne qui est ici, je crois bien que c'est Didier Bruno, je ne sais plus où il est, en fait, a développé un laser à alexandrite, qui est un laser solide, qui vous donnait 2 impulsions successives et on pouvait régler la longueur d'onde des 2 impulsions successives avec un réseau, en fait. Donc, encore une fois, ce système innovant n'a été possible que parce que quelqu'un a mis la main dans la boîte à outils pour sortir un nouveau laser alexandrite. Alors, aujourd'hui, on est en fin de vie du système de Léandre 2 et ils sont en phase de reconversion pour un nouveau système. Alors, la pollution, j'en dirais pas grand-chose. Pour tous les gaz à l'état de trace, eh bien, pratiquement, vous pouvez tout faire. Là, ce qui vous donne, c'est pour des mesures dans le visible ou dans le proche infrarouge, eh bien, c'est les limites de détection en microgrammes par mètre cube et les limites de détection en général. C'est pour toute la pollution, vous avez de très faibles concentrations. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre de la concentration de la molécule qui vous intéresse. Eh bien, donc, c'est au bout de votre nez.
Bon, ça présente quand même l'avantage de ne pas avoir à disposer des systèmes, des mesures in situ, et ça vous permet aussi de faire des mesures en fait en altitude et d'une description tridimensionnelle. Donc ça, c'est le système de Palaiseau où en fait a été développé le système pour le CO2 atmosphérique et l'absorption différentielle et l'effet Doppler. Et en fait, on utilisait aussi le système TRESS à côté. Donc on combinait un système en visée horizontale pour mesurer le CO2, en visée verticale. Et on peut aussi utiliser les nuages pour avoir un contenu intégré total de CO2 dans la troposphère. Et on combinait ça avec des mesures avec le système Mobilis qu'on appelle TRESS ce jour-là pour les particules. Alors les absorptions en bande, ça concerne essentiellement l'ozone, c'est dans le proche ultraviolet. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre une absorbée et une non absorbée. Ce qu'il vous faut, c'est bien connaître les sections efficaces d'absorption de la molécule d'ozone. Et suivant les domaines d'altitude qui vous intéressent, eh bien, vous aurez besoin de 2 longueurs d'onde dans la bande d'absorption, en fait. Et là encore, il faut être capable de bien les caler. Et vous avez des interférences ici, c'est je crois que c'est le NO2. Vous avez le NO2 et vous avez le SO2 aussi qui vous donne des spectres en fait d'absorption. Donc là, ça devient très difficile si vous avez quand vous avez des bandes larges, si vous avez des mélanges de gaz, eh bien c'est assez difficile d'éviter les uns ou les autres et ça vous oblige pratiquement à mesurer toutes les espèces polluantes pour être capable de ressortir si c'est celle-ci qui vous intéresse ou si c'est celle-là qui vous intéresse. Alors les mesures de vitesse par effet Doppler. Vous avez donc votre lidar avec votre laser, vous avez vos diffuseurs qui se déplacent horizontalement, si vous voulez, le champ horizontal, et vous avez la projection de la vitesse de votre diffuseur sur la ligne de visée, celle qui vous intéresse, et vous avez, ça c'est le déplacement de fréquence par effet Doppler, et vous devez le compter 2 fois, une fois parce que vous avez votre particule voit l'impulsion laser qui lui arrive dans le nez, et la deuxième fois c'est que le télescope qui voit la lumière diffusée par la particule. Donc on compte 2 fois l'effet Doppler, c'est ce que je vous écris ici, et en pratique, l'écart en fréquence est 2 fois la vitesse radiale ici, sur la ligne de visée, divisée par la longueur d'onde. Ce que ça demande ici encore, c'est des précisions en fréquence, de maintien en fréquence des lasers absolument diaboliques, puisqu'il vous faut des stabilités en fréquence de l'ordre de 10-7 sur la longueur d'onde d'émission. Et l'autre technique, c'est une détection. Là, ce que je ne vous ai pas dit. Non, je n'avais pas à vous le dire, pardon. Et donc la première technique de détection, c'est une détection dite un effet Doppler avec une détection directe et avec un double Fabry-Perot. Donc vous avez un Fabry-Perot ici, c'est donc 2 lames qui sont parfaitement parallèles, c'est un interféromètre à ondes multiples, et vous avez 2 cales d'épaisseur qui vous séparent les différentes fréquences en 2 flux, nu1, nu2, c'est ce que vous voyez ici, que vous allez retrouver ici. Et en fait, vous avez donc la diffusion moléculaire, la diffusion particulière. La diffusion, le décalage de fréquence par effet Doppler est très faible. Et c'est ce faible écart que l'on mesure par les intensités qu'on mesure dans les deux dents des Fabry-Perot que vous avez ici. Et vous en faites le rapport ici. Et il va de soi que la vitesse 0, c'est quand les deux sont équilibrés. Et si les deux ne sont pas équilibrés, ça vous donne un biais, donc il faut en tenir compte. En fait. Donc il y a un étalonnage avec la longueur d'onde laser pour voir si les deux Fabry-Perot sont bien équilibrés. Et ensuite, eh bien, vous mesurez le déplacement par effet Doppler par le rapport des signaux mesurés dans ce canal-là et dans ce canal-là. L'autre détection, c'est celle où j'ai passé 10 ans de ma vie. C'est la détection hétérodyne, en fait. Donc l'autre, c'était une détection en puissance, en fait. Et là, vous avez une détection en amplitude, c'est-à-dire que en puissance, c'est le champ au carré, le champ de l'onde électromagnétique au carré. Et là, en fait, on détecte le champ de l'onde diffusée et alors on la superpose au champ d'un oscillateur local de référence. Et encore une fois, le maintien entre les deux ici vous donne le décalage de fréquence entre ces deux lasers, le laser que vous avez envoyé ici. Et ce qui vous intéresse, eh bien, c'est le changement de fréquence par le signal qui vous revient en fonction de l'atmosphère. Et vous avez ici un rendement hétérodyne. Vous avez la puissance de l'oscillateur local qui est ici, et la puissance du signal réfusé. Si vous avez la racine carrée de la puissance, ça vous donne le champ électrique, en fait.
Ce que vous voyez ici, vous avez une certaine modulation, et c'est un effet de chatoiement, c'est le speckle des Anglais, en fait. Donc c'est le système développé au LMD, le lidar météorologique. Donc vous avez un système de balayage conique, et vous avez la caractérisation en module, direction et sens. Et vous avez donc ici ce que l'on fait, eh bien, c'est comme en radar, on fait du VAD. On considère que sur un cercle, eh bien, c'est constant. Vous avez les lignes de visée, et ce que vous voyez, c'est que la vitesse horizontale ça se projette une fois dans un sens et une fois dans l'autre, et que la vitesse que je n'ai pas représentée ici, la vitesse verticale, se présente toujours dans le même sens, en fait. Donc vous allez, à mesure que vous tournez en fonction de la vitesse, eh bien, vous allez décrire une sinusoïde, et c'est ce que vous voyez ici. Vous obtenez une sinusoïde, et le décalage de la sinusoïde par rapport à 0 vous donne la vitesse verticale, qui, elle, se projette, quand vous faites un VAD, se projette toujours dans le même sens. Et là, quand vous reconstruisez de proche en proche toutes les lignes de visée, eh bien, vous avez comme ça le champ de vitesse en mètres par seconde ici, qui vous est donné sur tout le VAD. Donc ça, c'est le système WIND qui a été développé avec nos collègues allemands, c'est Claude Lott. C'est un système qu'on a embarqué dans un Falcon. Dans un Falcon, vous rentrez tout pratiquement avec un chausse-pied, en fait. Et c'est un système qui doit être suffisamment stable pour faire des mesures avec très peu, pratiquement sans opérateur, en fait. Et ça, ce sont des vols obtenus pendant un mât. Ça a été restitué par Alain Tabas, Météo France. Et vous voyez la comparaison, c'est un vol Gerba-Niamey. Vous avez la comparaison entre les mesures de wind en mètres par seconde. Et ici, vous les avez en direction. Et là, ce sont des analyses du centre européen. En fait, je dirais plutôt que le centre européen travaille plutôt bien, puisqu'ils ont effectivement restitué les mesures qui ont été faites par WIND. Alors ça, on travaillait à 10 microns. Et le système WIND et le système de lidar bande transportable que j'ai présenté avant sont des systèmes obsolètes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez des technologies de laser fibré, par exemple, ou de laser à 2 microns qui sont remplacés. Et vous avez la société Léosphère qui vous vend des systèmes clés en main, du début à la fin, avec des portées de plusieurs kilomètres, en fait. Alors, en observation de la Terre, le contexte, après avoir passé la première mission Light en 1994, l'idée, c'est d'avoir une rupture technique pour une mission spatiale. Il faut faire plus que ce que savent faire les autres. La continuité, on la laisse toujours aux observations de plusieurs décennies, en observation en ce qu'on appelle les instrumentations passives. Mais le LIDAR, s'il doit apporter quelque chose, c'est une rupture, comme par exemple faire des profils comme a fait Light, ou bien c'est des précisions supérieures, en particulier pour le cycle du carbone, le CO2 et le méthane. Alors en général, on est assez lié à la modélisation et la civilisation des données. Il y a une complémentarité avec les observations in situ réseau, télédetection passive. Et l'objectif, c'est une description tridimensionnelle. Je n'en parle pas, l'interaction atmosphère, biosphère et surface. Et la préoccupation actuelle, c'est gaz à effet de serre, CH4 et ses sources et puits. Pour le CO2, on connaît les sources et l'idée, c'est de retrouver les puits. Le méthane, on connaît les puits, c'est de retrouver les sources. Donc, c'est le bilan radiatif, je ne vais pas en dire grand-chose, sinon que l'effet de serre a du bon, puisque c'est l'effet de serre donné par la vapeur d'eau qui permet de maintenir une température très supérieure aux moins 18 degrés qui reste sans atmosphère, en fait. Donc, la partie, la nébulosité, comme observé par les passifs, c'est toujours à peu près 50%. Donc, la grande innovation après Light en 1994, c'est le HATRAN, qui combine en fait le lidar la mission de Calypso avec le lidar Calliope à 0,53 qui vous donne un rapport fantastique particules-molécules, 1 micron 0,6 qui a aussi une dépolarisation avec un radiomètre qui est fabriqué par la France. Alors, Calypso, la France a fourni la plateforme, a fourni le radiomètre qui est ici, et les Américains ont fourni le lancement et le système LIDAR.
Donc on était un petit peu frustrés, mais bon, c'est comme ça. Vous fournissez le support et ils ont fait la partie LIDAR. Et donc ça montre bien la complémentarité des mesures, puisqu'ici vous avez aussi un radar 94 gigas pour l'observation des nuages et des précipitations, enfin surtout des nuages, pas les précipitations. Donc ça vous donne la dimension. C'est donc des énergies par impulsion conséquente, c'est une centaine de millijoules, travaillant à 20 Hz. Et avec donc 20 Hz, ça vous donne l'espacement des mesures sur le sol. Vous avez en plus, vous avez donc les positionnements, les star trackers, vous avez le système, la caméra, et vous avez le radiomètre infrarouge qui est ici en fait. Et il y avait donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 lasers, et le deuxième laser en est à 4 ans et demi depuis 2006 en fait. Ça vous donne une idée de la taille de la mission. Donc vous avez le télescope d'1 mètre qui est ici. Vous avez la partie servitude qui est là. Et donc ça, c'était pris à l'aérospatiale. C'était au début 2006 quand ils ont intégré le système sur la plateforme Proteus en fait. Et vous avez à peu près la taille, ça vous fait à peu près pratiquement 3 mètres. Et on ne voit pas, bien sûr, ils n'ont pas déployé les panneaux solaires en fait. Donc ça, c'est une mesure de Calypso, donc d'essai de Calliope. Vous avez ici une trace sur à plus de 5000 km. Vous avez donc les cirrus. Et comme leur main, vous avez la tête vers le bas. Donc vous voyez bien les nuages et puis vous voyez moins bien les couches de particules qui sont en bas. C'est sur cette partie de la trace qui est ici, en partie sur la mer et une autre partie qui est sur la Terre, qui est ici. Et ici, c'est donné en rapport ça doit être donné en rapport de mélange en fait. Et ça, c'est le typhon Haiyan de décembre dernier. Alors, ce qui est frappant, c'est que quand on voit une image comme ceci, on se dit que c'est très très compact en fait. Ça a été pris à partir de la station spatiale. C'est vraiment très très compact. Et quand vous regardez les mesures Calypso, eh bien, certaines arrivent à descendre. Encore une fois, vous avez de la porosité et ça descend dans les trous blancs. Ici, c'est exceptionnel. Light avait été capable de passer par l'œil d'un typhon, en fait, Mélissa. Et là, suivant la chance, vous passez ou non par l'œil du cyclone, en fait. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est beaucoup moins compact vu par un lidar que vu par... Et ça, c'est une question de résolution, en fait. Vous avez un lidar qui passe avec une résolution d'une centaine de mètres, en fait. Un pixel d'une centaine de mètres à côté d'un imageur qui a une résolution beaucoup plus faible. C'est très moche, mais bon. L'idée, c'était les mesures de vent, en fait. Et donc, avec l'idée, c'est de retrouver, en fait, l'approximation géostrophique comme est utilisée avec les instruments passifs ne s'applique pas ne s'applique pas dans les tropiques et aussi à petite échelle. Donc c'est ce qui a amené l'Agence spatiale européenne à étudier depuis très longtemps, presque trop longtemps en fait, un système de mesure de lidar-vent. Et donc c'est la mesure de lidar-vent comme tout à l'heure en utilisant de la diffusion sur les molécules et non pas sur les particules avec une détection hétérodyne. Là c'est une détection directe. Vous avez besoin de vos deux dents de transmission de Fabry-Pérot. Ici, c'est le moléculaire sans déplacement. Et ici, c'est le moléculaire avec déplacement. Et encore une fois, après déplacement, vous faites le rapport des deux. Et ça vous donne le changement de fréquence par effet Doppler. Et là, c'est Merlin. J'en dis pas grand-chose. C'est le programme franco-allemand pour un lancement en 2017. Et c'est donc c'est une mesure différentielle. Mais comme on est dans l'espace, on ne peut pas faire de mesure différentielle ça demanderait des centrales électriques. On va utiliser en fait l'écho de surface pour faire une mesure de colonne intégrée. Donc à ce moment-là, on va travailler en rapport de mélange sur la colonne en fait. Et comme pour tout le dial, on émet 2 longueurs d'onde suffisamment proches pour avoir une absorption du méthane et une à côté. Donc l'absorption du méthane, en fait, le méthane est une toupie symétrique. Et en fait, elle a la mauvaise idée
ou la bonne idée, ça dépend, de complètement dégénérer tous les spectres de vibration-rotation, ce qui vous amène à avoir des formes comme celle-ci, où vous avez des raies macroscopiques avec un creux entre les deux, et vous avez donc la contribution des raies. Alors ça, c'est très bien pour le LIDAR, puisque c'est relativement stable. Quand vous mettez votre laser au milieu, eh bien, vous pouvez avoir quelques fluctuations de la fréquence du laser. Ça n'amène pas de... Ça n'est pas à conséquence. Contrairement au CO2, vous êtes travaillé sur un flanc de raie. Donc encore une fois, en prenant le rapport aux deux longueurs d'onde, eh bien, vous avez une mesure auto-étalonnée de la colonne de méthane en épaisseur optique. Et après, vous calculez une fonction de poids avec la pression, la température et la section efficace du méthane. Et vous pouvez, comme ça, retrouver des rapports de mélange secs. Bon, là, c'est volontairement complexe. C'est pour dire que c'est ce que l'on a fait, c'est que vous preniez les supports de la mesure, les diffusions, cibles naturelles, rapports de diffusion, les signatures spécifiques, les techniques LIDAR, les variables, et ce sont les systèmes que je vous ai présentés. Léandre 2 pour faire la vapeur d'eau, COWI pour le CO2, ALTO c'était pour l'ozone, Léandre 1, TRES, ICESat, Calypso pour la diffusion des particules, ADM et Earthcare qui utilisent le système à haute résolution spectrale et les mesures de l'observatoire. Et ceci, c'est les LIDAR en observation de la Terre, LIGHT, ICESat Glass par la NASA. Alors, ICESat Glass, c'est une mauvaise histoire. Ça montre bien que les lasers, il faut un fournisseur de lasers qui vous en fasse des bons, puisqu'ils ont eu 3 lasers. Ils les ont rapidement décimés, en fait, et ils faisaient des mesures un mois, tous les 3 mois, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le fabricant des lasers pour Calypso et Calliope. C'est un type qui doit avoir qui a du génie parce que ça marche vraiment très bien. Vous avez ADM et Aeolus en 2015, Earthcare et Esperon en 2016, Merlin en 2017. Ça, c'est ce qui a été utilisé. Alors, il y a beaucoup de propositions à l'ESA, au CNES aussi d'ailleurs, et il y a peu d'élus. Hein. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut avoir ça sera ma conclusion, il faut avoir l'ingénuité du petit prince. Il faut après l'ingéniosité de je ne sais pas qui, la ténacité pour aller au bout. Et puis quand vous êtes tombé dans le trou, eh bien, c'est le mythe de Sisyphe. Hein. Vous remontez votre caillou, et puis vous essayez le deuxième coup, puis ça redescend, et puis vous essayez jusqu'à ce que ça marche. Je vous remercie.